Les grosses bêtises, je vais pas te les raconter, hein, tu te doutes bien. Je suis tellement nul en oiseaux. Je pense qu'on est les précurseurs des Pokémon. Et on dit pas le V. Gay bien. Je t'apprends un truc là, Loopsider. J'ai pas envie qu'on se souvienne de moi, j'ai envie d'avoir été un bon père. Salut, c'est Raphaël de Loopsider. Aujourd'hui, dans Tu viens d'où, on va rencontrer Jérémy Frérot. Adieu, on se dit adieu. Bye bye grisaille, direction la plage et le soleil. On est à la gare Montparnasse, on a 2 heures de train et je vous emmène avec moi. Hello, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, super. Est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Jérémy Frérot et je viens d'un groupe qui s'appelle les Frérots de la Vega, je fais de la musique. Au gré des saisons, des photomatons. Et maintenant je suis parti tout seul en carrière solo, j'en suis à mon 3e album. Un homme, c'est quoi, je sais pas. Là je viens du bassin d'Arcachon. Et on est où ici précisément? Alors ici on est sur le bassin d'Arcachon, on est au Moulot dans un restaurant qui s'appelle le Gamin des Sables, un restaurant que j'ai ouvert avec mon meilleur copain. Après avoir écrémé tous les bars et les restaurants de cet endroit, on avait envie de créer notre endroit à nous, notre propre ambiance. Et donc on a repris cette institution, hein, parce que moi je vis ici depuis 34 ans, j'ai toujours connu cet endroit-là. Tu as toujours vécu ici? Je suis toujours revenu ici. Mes parents étant profs d'EPS, quand ils m'ont eu, ils enseignaient près de Montargis. Donc j'ai commencé ma scolarité là-bas, mais l'été, mon père il avait un club de plage. Donc on revenait tous les étés ici et on est revenu habiter ici quand j'étais en CM1. Je suis parti à Paris, vivre à Paris à 21 ans là-bas. J'ai fait 4 ans à Paris pour la musique, j'ai rencontré la mère de mes enfants, je suis parti habiter à Marseille. J'avais tellement le mal de cet endroit, du pays, que je suis revenu habiter ici, ça fait 4 ou 5 ans maintenant. Elle ressemblait à quoi ton enfance? Elle ressemblait à beaucoup d'insouciance, de liberté, beaucoup d'espace naturel. L'enfance a été très simple, très sportive aussi. On nous laissait là, dans cet environnement. Et c'était quoi les activités que vous faisiez, vos jeux préférés? Qu'est-ce que vous faisiez en dehors de l'école? On faisait beaucoup de sport. Ça a été du rugby, beaucoup de judo, du tennis. Enfin, on a essayé un peu tout. Je pense qu'on est les précurseurs des Pokémon. Ah ouais. Avant que les Pokémon existent, puisque sur les plages, on allait chercher des crabes. On créait des arènes et on les mettait dans les arènes pour qu'ils se battent. C'est très gore un peu parce qu'ils se tuent, ils s'entretuent les crabes. Mais on jouait à ça. Et est-ce que quand tu étais petit, tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Moi, je rêvais d'être surfeur professionnel parce que je voulais être payé à surfer les plus belles vagues du monde et à voyager dans tous les sens et à ce qu'il fasse chaud tout le temps, parce qu'il faut savoir que l'été, c'est une religion pour nous, hein. La plage, c'est un truc où on veut pas quitter, quoi. D'ailleurs, quand j'ai grandi et qu'il a fallu trouver un métier l'été, j'ai fait sauveteur pour éviter de partir de la plage. Après, quand j'ai commencé à comprendre que j'allais être pas très bon en surf, je me suis replié à ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire vouloir devenir ce que font mes parents. Et je voulais être prof de PS. Est-ce que tu as eu ton père ou ta mère en prof à un moment? J'ai jamais eu mes parents. Mes parents auraient refusé catégoriquement. Mais par contre, tu étais dans l'établissement où ils enseignaient quand même? Je suis arrivé au collège quand ma mère est partie de ce collège. Ah ok. Heureusement. Ok. Mais au lycée, c'est un lycée collège-lycée. Et mon père a enseigné dans le collège quand moi j'étais au lycée. Donc il avait toutes les informations de toutes les conneries que je faisais. Quand je rentrais à la maison, je me faisais gronder. Ouais. Et il y en avait des conneries? Et il y en a eu pas mal des conneries, ouais. Quand tu pars le matin et que tu rentres le soir avec les cheveux pleins de sel et des coups de soleil sur le visage, ils savent très bien que tu n'as pas été à l'école. Vu qu'on a un lycée qui est très proche de l'océan, et le premier gars qui a eu son permis, on est monté dans sa voiture et on allait faire l'école buissonnière à surfer. Donc ouais, j'en ai fait des bêtises. Ça va, c'est pas des grosses bêtises non Mais les plus. grosses bêtises, je vais pas te les raconter, hein, tu te doutes bien. J'ai vu dans une interview, tu disais que tu avais mis beaucoup de temps à sortir du lycée. Ça veut dire quoi? J'ai mis énormément de temps à sortir du lycée. Effectivement, j'ai mis 5 ans. J'ai fait 2 secondes, une première et 2 terminales parce que j'ai raté le bac sans rattrapage et que la deuxième fois, je l'ai eu. Est-ce que tu te rappelles de ta première amoureuse? Je me rappelle de ma première amoureuse, ouais, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu mon bac. J'allais chez elle et elle me faisait faire des cours de maths. Et moi, je la regardais comme ça. Donc, grâce à elle, j'ai eu mon bac. Merci. Et tu vois, ça fait, quand la marée qui descend, tu as ces bancs de sable qui apparaissent et tu peux marcher loin, loin, loin. Et après, quand l'eau monte, ça se recouvre et là, la plage elle est plus petite. Et nous, on traçait ici.
tous les étés, on était tout le temps là. C'est ça un peu la définition de gamin des sables. C'est tracé ici, c'est le mode de vie aussi. Le mode de vie, il est très cool, il y a un parler, il y a une manière de s'habiller. T'as vu comment je suis habillé? À Paris, j'ose un peu plus, tu vois, les kimonos. Mais si je mets un kimono ici, ça part direct dans le sketch, tu vois. T'as mis le kimono, tu vois. T'as mis le kimono? Ah ouais, j'ai mis le kimono. Donc ouais, il y a plein de codes ici que j'adore. Et tu disais, il y a un parler aussi. C'est quoi le Ouais, il y le a un parler, tu vois, il y a plein de manières, la manière d'appeler les enfants. Nous, on les appelle les gosses, les drôles. Les chocolatines, les poches. Demande aux drôles d'aller chercher gavé de chocolatines dans une poche. Gavez bien. Et on dit pas lever, gavez bien. Je t'apprends un truc là, Loopsider. C'était juste là le club de plage. Mon père, il organisait des concours avec des jeux où et plus tu arrivais premier, plus tu avais des lots à gagner. Vu que c'était des gens assez aisés qui venaient dans ces clubs de plage, ici, tu vois, c'est que des maisons incroyables, immenses en première ligne. Et souvent, nous, enfants de celui qui tient le club de plage, devenaient potes avec les enfants un peu aisés. Et du coup, on se retrouvait à faire des goûters dans des énormes baraques. Et après quand j'ai grandi, il y avait, tu sais, un peu comme les fêtes de Bayonne. Et il y avait ça là-bas, là, les chanquetas, je crois. Et puis après, quand je suis revenu il y a 4-5 ans, j'ai eu des enfants et ça m'a mis un petit coup. Ça a été une nostalgie assez heureuse finalement, parce que je les ai vus marcher là où je me suis amusé, les jeux là-bas, l'herbe. Ça a créé quelque chose en moi qui a fait que j'ai eu envie d'écrire un album sur ça un peu, sur la nostalgie heureuse. Et puis c'est tellement poétique que tu t'en inspires, c'est tout le temps inspirant. On a une certaine humeur en fonction des marées, je trouve. Du coup, c'est quoi l'humeur du jour là? On a envie d'être autour d'un brasero, à faire cuire des gambas avec un verre de blanc, des enfants qui courent, tu vois, de 11h jusqu'à ce qu'il fasse nuit peut-être. T'as envie de ça, non? Ouais. Ouais, on t'invitera un jour. Merci. Tu expliquais tout à l'heure que tu avais été sauveteur en mer. Ouais, j'ai été sauveteur en mer. Depuis qu'on est gosse, l'été, on va à la plage, l'été, on va surfer. J'ai séché les cours pour aller surfer, j'ai fait plein de choses pour aller surfer. Et quand est arrivé le moment où j'avais besoin d'argent et que j'ai eu l'âge de bosser, je me suis donné les moyens pour être sauveteur en mer. C'est assez dur, hein. Il y a des diplômes à avoir, il y a des stages à passer, une forme physique à avoir. Et quand tu réussis, c'est incroyable parce que tout l'été, on surfait, on surveillait les gens. Une fois que tu as enfin réussi à sortir du lycée, qu'est-ce que tu as fait après? Ça t'a marqué ça, hein? Ouais. Après, j'ai été à la fac. J'ai quand même réussi à aller en STAPS. J'ai redoublé ma première année de fac. Je suis devenu surveillant au collège de mon père. Et voilà, parce qu'il fallait que je paye mon loyer en même temps que j'aille à la fac. Et puis la musique est arrivée, ça a explosé. On a signé pour qu'on puisse continuer avec Flo et moi, le groupe Frérot de la Vega. Il fallait qu'on soit dans la même ville. Et lui, il a été muté à Paris, à Bobigny, je crois. Et donc, il a fallu que je monte avec lui pour qu'on fasse de la musique ensemble. Le début était très dur. Le début, en arrivant à Paris, quand tu as passé 21 ans ici et que tu sors de ton bassin d'Arcachon et que tu arrives à Paris, quand je suis arrivé à Paris, c'est là où j'ai pris conscience que le cadre de vie était très important. J'ai eu une petite année de déprime quand même. Je suis même devenu interdit bancaire. Et je suis devenu interdit bancaire parce que tous les vendredis, vu que j'étais dépressif, je prenais un billet aller-retour pour aller sur le bassin d'Arcachon. Sauf qu'à un moment donné, quand tu les prends au dernier moment et que c'est 160 € le billet, tu deviens interdit bancaire. Donc j'avais plus le droit de rentrer chez moi. Voilà, donc là c'était sur un côté de la dune. Et on aime bien venir faire quelques apéros là, avec le coucher de soleil. Je m'en suis jamais lassé. Le moment où tu montes, tu es fatigué, tu arrives et tu vois cette vue là. Il y a eu des gros incendies il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Ça a été assez marquant pour nous parce que cette route là, je la connaissais par cœur. Les yeux fermés, je pouvais connaître chaque virage, chaque arbre presque. Et quand tout a brûlé, on ne reconnaissait plus rien. Tu vois, quand tu découvres ça, ça fait toujours quelque chose quand même. C'est une satisfaction assez incroyable. J'aimerais tellement pouvoir te dire ce que c'est. Ça, c'est des oiseaux. Je suis tellement nul en oiseaux. C'est des oiseaux migrateurs en tout cas, hein. Quand ça vole en V comme ça, c'est que ça migre. C'est quoi ton animal préféré? C'est quoi mon animal préféré? C'est l'animal qui vit le plus longtemps, je pense. Tortue? Tu vois, t'as un genre de tortue. Ouais. Ouais, j'aimerais bien vivre très longtemps. Ah c'est ouais, très égoïste. Voilà.
Donc ça c'est le banc d'Arguin. Et on aime bien aller s'échouer sur le banc d'Arguin parce que tu as l'océan dans ton dos et en même temps tu vois la dune du Pilat. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la musique. Ouais. À quel moment est-ce que tu commences à faire de la musique? Est-ce que déjà c'est un truc qui, quand tu es petit, déjà est dans ta vie? Bah, depuis que je suis tout petit, j'aime bien les spectacles, j'aime bien me mettre en scène, j'aime bien... Mes parents sont vachement orientés là-dessus. Ma mère est danseuse, elle est gymnaste, mais elle s'est spécialisée en danse quand elle était quand elle est devenue prof de PS. Mon père, il est spécialiste dans les arts du cirque. Donc ouais, le spectacle, c'est quelque chose qui est assez présent chez nous. Mon père joue de la musique, il joue de la guitare, il reprend des chansons brésiliennes sur son canapé, fait beaucoup de covers de ça. Et c'est pour ça, je pense, que je fais de la musique aussi. C'est parce que mon père m'a emmené ça. Ça me plaisait de créer de l'émotion chez les autres. Bah, je commence chez moi en tant qu'autodidacte à faire des reprises dans ma chambre. Ça commence à monter avec Flo, je rencontre Flo, on fait des reprises ensemble, ça monte encore plus, on signe. À un moment donné, il faut que je choisisse, quoi. Soit je continue la fac, soit je vais dans la musique à fond. Et là, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains et que j'explique à mes parents que j'allais tout arrêter et que j'allais partir dans la musique alors qu'il ne se passait pas grand-chose. Je me souviens de ce Skype. J'ai dit bon voilà, il y a les partiels de fin d'année dans une semaine, je ne vais pas y aller, je vais dans la musique. Ils ont raccroché très calmement et puis mon frère qui habitait encore à la maison m'a appelé le lendemain en me disant je ne sais pas ce que tu as dit mais il y a une bombe à la maison. Et je suis revenu et ils m'ont dit bah écoute vas-y. Hein. Essaye, mais tu vas te débrouiller tout seul. À partir des Frérots de la Vega, ça a été un tunnel. On a fait The Voice. The Voice nous a permis de nous présenter à beaucoup de monde et en même temps, nous, de nous étoffer en tant qu'artistes. Il y a eu plusieurs tournées, il y a eu 2 albums. Quand les Frérots de la Vega se sont arrêtés assez brusquement, finalement, moi, j'étais pas prêt. On a fait notre dernier concert en 2017. En 2018, j'ai sorti mon premier album solo, donc j'ai pas eu de pause là non plus. En plus, entre la carrière en duo et la carrière en solo, j'ai eu un enfant. Et après, j'ai fait 3 albums en solo, enfin 2 albums. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, de lâcher, de me dire attends, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, et puis reprendre un peu du poil de la bête parce que j'étais vraiment fatigué. Et je me suis stoppé, j'ai regardé un peu la carrière que j'avais eue. Et quand je me suis rendu compte que j'avais réussi à m'installer en tant que Jérémy Frérot solo, ça m'a fait du bien. Et donc j'ai eu ce sentiment de légitimité qui m'a permis d'écrire le 3e et de me relancer, quoi. Et du coup là c'est quoi l'actu pour toi? Tu fais quoi en ce moment? Alors là maintenant l'actu c'est je prépare une tournée parce que l'album est sorti. Un album qui s'appelle Gamin des Sables et je prépare la tournée parce que j'ai très envie de jouer, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie d'emmener beaucoup de chaleur mais aussi beaucoup d'énergie sur scène et j'ai faim un peu. On dit que j'ai la dalle, c'est ça qu'on dit. J'ai la dalle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Si je veux parler d'autre chose, en fait là le premier truc qui me vient quand on est ici, on le voit, c'est tellement beau, c'est tellement apaisant, c'est tellement poétique qu'on a envie de le protéger cet endroit. Moi je pense surtout à mes enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser? J'ai pas envie qu'on se souvienne de moi, j'ai envie d'avoir été un bon père. En préservant ces endroits-là, je me dis que je suis un bon père pour eux parce qu'ils pourront en profiter aussi, et ils pourront être en bonne santé parce que si ces endroits-là se préservent bien, ça crée en nous un état un peu plus pur. C'est peut-être le dernier message que je laisserai, faire attention à l'environnement.